Un ami mécanicien avec plus de 30 ans d'expérience m'a dit quelque chose qui m'a glacé. Ton moteur est en train de mourir et tu as ignoré les signes. Des moteurs qui devraient atteindre les 300 000 milles tombent en panne à 100 000 parce que personne ne réalise les étapes de restauration que les fabricants ne veulent pas que tu connaisses. C'est pourquoi aujourd'hui j'expose 20 procédures qui éliminent le carbone accumulé et inversent des années de dommages. Des réparations simples qui détruiraient complètement leur vente de voitures neuves. L'étape finale coûte à peine quelques dollars et a sauvé ma camionnette quand elle a atteint les 387 000 milles. Les moteurs ne meurent pas de vieillesse, ils meurent par négligence systématique déguisée en entretien normal. Et aujourd'hui, tu vas découvrir exactement comment redonner vie à un moteur que tu croyais perdu. Commençons. La révision et l'ajustement des jeux de soupape que personne ne rappelle. C'est probablement la procédure d'entretien la plus oubliée dans toute l'industrie automobile moderne. Les jeux de soupapes sont ces petits espaces mesurés en fractions de millimètres entre l'arbre à cames et les soupapes d'admission et d'échappement. Avec le temps et le kilométrage, ces espaces se dérèglent naturellement en raison de l'usure thermique et mécanique. Lorsque les jeux deviennent trop serrés, les soupapes ne ferment pas complètement, ce qui cause une perte de compression et une surchauffe des sièges de soupape. Lorsqu'ils deviennent trop lâches, le moteur commence à faire ce bruit caractéristique de cliquetis métallique, particulièrement notable lors des démarrages à froid. J'ai vu des moteurs avec à peine 150 000 km qui sonnent comme des machines à coudre industrielles simplement parce que personne n'a vérifié les jeux pendant toute leur vie. La procédure professionnelle nécessite de démonter le cache-culbuteur, de mesurer chaque jeu avec des jauges d'épaisseur calibrées et d'ajuster les vis ou les cales selon les spécifications du fabricant. C'est un travail qui peut prendre plusieurs heures dans un atelier, mais la vérification de base est quelque chose que n'importe quel conducteur peut faire. Si ton moteur sonne excessivement bruyant à froid et que ce bruit diminue lorsqu'il chauffe, tes jeux ont probablement besoin d'attention. Le nettoyage en profondeur du système de ventilation du carter que tout le monde ignore. La plupart des conducteurs connaissent la valve PCV, cette petite pièce en plastique qui coûte quelques dollars, mais presque personne ne comprend qu'elle fait partie d'un système complet de ventilation qui s'étend dans tout le moteur. Ce système a une tâche critique, évacuer les gaz de combustion qui s'infiltrent par les segments de piston vers le carter, la partie inférieure du moteur où réside l'huile. Lorsque le système fonctionne correctement, ces gaz sont aspirés de nouveau vers l'admission pour être brûlés à nouveau. Mais lorsque les tuyaux, les valves et les séparateurs d'huile s'obstruent avec des vapeurs condensées et des résidus huileux, un processus destructeur commence. La pression s'accumule à l'intérieur du bloc moteur sans aucun endroit où aller. Cette pression cherche la sortie la plus facile, qui est généralement les joints de vilebrequin, les joints de cache-culbuteur ou même la jauge d'huile. Soudain, tu commences à remarquer des taches d'huile sur le sol du garage, le niveau d'huile baisse mystérieusement et le moteur développe une consommation excessive. Pire encore, l'humidité de ces gaz piégés se mélange à l'huile en formant une boue épaisse de couleur jaune ou marron qui adhère à toutes les surfaces internes. J'ai ouvert des moteurs où cette boue avait complètement bloqué les conduits d'huile vers la culasse du moteur. La différence entre simplement remplacer la valve PCV et faire un nettoyage en profondeur du système complet est abyssale. Tu dois déconnecter tous les tuyaux de ventilation, les tremper dans du solvant ou les remplacer s'ils sont durcis, nettoyer le séparateur d'huile si ton moteur en a un et vérifier que tous les passages sont libres d'obstruction. Certains moteurs modernes ont des séparateurs intégrés dans le cache-culbuteur qui s'encrassent tellement qu'ils nécessitent un remplacement complet. L'utilisation correcte des additifs de nettoyage d'injecteurs qui fonctionnent réellement. Tu marches dans le rayon des additifs de n'importe quel magasin de pièces automobiles et tu vois des dizaines de bouteilles colorées promettant des miracles. Nettoyage total du système, plus de puissance, meilleur kilométrage, comme s'il s'agissait de potions magiques. La vérité est que 90% de ces produits sont de l'eau sucrée coûteuse avec des produits chimiques à faible concentration qui font à peine plus que brûler ton argent. Mais il existe un petit pourcentage d'additifs qui fonctionnent réellement et la différence réside dans un ingrédient spécifique appelé PEA, abréviation de polyéthéramine. Ce composé chimique est suffisamment fort pour dissoudre le vernis dur et cristallisé qui se forme sur les pointes des injecteurs de carburant, mais suffisamment doux pour ne pas endommager les joints en caoutchouc et les parties délicates du système de carburant. Les injecteurs modernes ont des orifices plus petits qu'un cheveu humain. Lorsque tu éteins un moteur chaud, la dernière goutte d'essence qui reste sur cette pointe brûlante cuit littéralement. Les parties volatiles du carburant s'évaporent en laissant derrière elles un résidu cireux appelé vernis.
Ce vernis s'accumule autour de ces orifices microscopiques en déformant le modèle d'atomisation. Au lieu d'un brouillard explosif parfait qui s'enflamme instantanément, tu obtiens un jet qui dégouline et grésille simplement. Le résultat est une combustion incomplète, un gaspillage de carburant, un ralenti rugueux et une perte de puissance. La fréquence correcte d'utilisation est la clé. Si tu utilises un additif de qualité avec du PEA tous les 3 à 4 changements d'huile de façon préventive, tu maintiendras les injecteurs propres avant que le problème ne commence. Si tu as déjà des symptômes comme un ralenti irrégulier ou une perte d'accélération, tu dois utiliser une dose concentrée puis conduire sur autoroute pendant au moins 30 minutes pour que l'additif travaille à une température de fonctionnement complète. Le remplacement préventif des tuyaux de vide avant qu'ils ne tombent en panne. Les tuyaux de vide sont ces lignes minces de caoutchouc noir qui serpentent dans tout le compartiment moteur en connectant des dizaines de composants. Ils transportent le vide du moteur vers des actionneurs, des capteurs et des valves de contrôle. Quand ils sont neufs, ces tuyaux sont flexibles et scellés parfaitement. Mais après des années exposées à la chaleur extrême du moteur, aux produits chimiques de l'huile et au changement de température, le caoutchouc commence à durcir. D'abord, il devient rigide, puis il développe des fissures microscopiques et enfin, il se casse ou se détache de ses connexions. Chaque fuite de vide, aussi petite soit-elle, permet à de l'air non mesuré d'entrer dans le moteur. L'ordinateur du moteur calcule le mélange de carburant en se basant sur les lectures à des capteurs, mais cet air supplémentaire qui s'infiltre sans être détecté ruine toute l'équation. Le résultat est une condition de mélange pauvre, où il y a trop d'air et trop peu de carburant. Les symptômes sont inconfondibles si tu sais quoi chercher. Le moteur a des problèmes pour maintenir un ralenti stable, il cherche constamment entre 800 et 1200 révolutions comme s'il était indécis. La consommation de carburant augmente parce que l'ordinateur essaie de compenser. Et si tu connectes un scanner, tu verras probablement des codes liés au mélange pauvre ou des adaptations de carburant hors plage. La partie frustrante est que ces fuites sont notoirement difficiles à trouver. Tu peux avoir une fissure de la taille d'une épingle qui cause des problèmes sérieux mais que tu ne peux ni voir ni entendre. La solution préventive est simple et économique. Tous les 5 ans ou 150 000 km, remplace tous les tuyaux de vide du moteur. La mise à jour du filtre à air d'économie vers un type à haut flux. Cette astuce semble trop simple pour être efficace, mais la physique ne ment pas. Ton moteur fonctionne comme une pompe à air géante. Pour chaque litre d'essence qu'il brûle, il a besoin d'aspirer environ 10 000 litres d'air. C'est une quantité massive d'air circulant constamment à travers le filtre. Maintenant, imagine essayer de courir un marathon en respirant à travers une paille par opposition à respirer librement. C'est exactement la différence entre un filtre à air bon marché à prix réduit et un filtre de qualité EM ou de haute performance. Les filtres économiques que tu trouves dans des boîtes en carton pour 5 ou 10 $ utilisent du papier de basse qualité avec des fibres épaisses. Oui, ils emprisonnent la saleté, mais ils le font en créant une résistance massive au flux d'air. C'est comme mettre une main sur la bouche du moteur. Les filtres de qualité, qu'ils soient OEM de la marque du fabricant ou des filtres à haut flux de marques respectables comme K&N, Wix ou MAN, utilisent des fibres synthétiques spécialement conçues ou de multiples couches de papier de haute qualité. Ces fibres sont espacées de manière à piéger des particules de saleté microscopiques mais permettent à l'air de circuler avec une résistance minimale. Selon des études du département de l'énergie, un filtre obstrué ou restrictif peut réduire les performances d'accélération jusqu'à 11%. C'est une perte massive de puissance juste pour économiser quelques dollars sur une pièce. Mais il ne s'agit pas seulement de puissance. Quand le moteur doit s'efforcer pour aspirer de l'air à travers un filtre restrictif, le mélange de carburant devient plus riche que nécessaire. L'ordinateur détecte moins de flux d'air et réduit l'injection de carburant, mais pas de manière parfaite. Le résultat est une combustion moins efficace, plus d'émissions et un kilométrage réduit. La différence dans la réponse de l'accélérateur est immédiate et notable. Tu appuies sur la pédale et le moteur répond instantanément sans cette fraction de seconde de retard. Les accélérations se sentent plus linéaires et puissantes. Le nettoyage des bornes de batterie que tout le monde voit mais que personne ne nettoie correctement. Ouvre le capot de n'importe quelle voiture de plus de 5 ans et il y a une forte probabilité que tu vois cette poudre blanche ou bleu verdâtre autour des bornes de la batterie. La plupart des gens l'ignorent en pensant que c'est juste de la saleté cosmétique. Mais cette poudre n'est pas inoffensive. C'est de l'acide sulfurique cristallisé combiné à la corrosion du plomb des bornes.
et elle agit comme une résistance électrique entre ta batterie et tout le système électrique de la voiture. Les voitures modernes ne sont pas des machines mécaniques, ce sont des ordinateurs roulants. Elles ont des dizaines de modules électroniques, des capteurs précis et des systèmes qui dépendent d'un voltage propre et stable. Quand cette corrosion crée de la résistance sur les bornes, deux mauvaises choses se produisent. Premièrement, l'alternateur ne peut pas charger la batterie complètement parce que le voltage chute à travers cette résistance. Deuxièmement, la batterie ne peut pas délivrer une énergie propre aux injecteurs, aux bobines d'allumage et à l'ordinateur du moteur. Les mécaniciens appellent cela une chute de tension. La solution prend littéralement 5 minutes et coûte moins d'$1. Mélange du bicarbonate de soude avec de l'eau jusqu'à former une pâte épaisse. Déconnecte les bornes, toujours le négatif en premier pour éviter les étincelles. Verse ou étale ce mélange sur la corrosion et observe comment il mousse et bouillonne. Cette réaction chimique est en train de neutraliser l'acide. Après qu'il ait cessé de mousser, prends une brosse métallique, de celles qui sont vendues spécifiquement pour nettoyer les bornes de batterie, et frotte aussi bien les bornes de la batterie que les cosses des câbles jusqu'à ce qu'elles brillent comme du chrome. L'inspection est le remplacement des supports moteurs que personne ne pense à vérifier. Les supports moteurs sont ces pièces de caoutchouc et de métal qui soutiennent le moteur et la transmission à l'intérieur du compartiment. Leur travail est double. Premièrement, maintenir le moteur dans sa position correcte. Deuxièmement, absorber et isoler les vibrations du moteur pour qu'elles ne se transmettent pas au châssis et à la cabine. La plupart sont des supports hydrauliques, ce qui signifie qu'ils ont des chambres remplies de fluide spécial pour amortir les secousses. Avec les années et le kilométrage, particulièrement dans les climats extrêmes, le caoutchouc de ces supports se fissure et se détériore. Le fluide hydraulique fuit lentement. Et finalement, le support s'affaisse ou se casse complètement. Quand cela arrive, le moteur commence à bouger excessivement à l'intérieur du compartiment. Au début, tu remarques une vibration étrange dans le volant ou le tableau de bord quand le moteur est au ralenti. La vibration augmente quand tu mets la voiture en marche avant ou en marche arrière. Certains conducteurs décrivent un cognement ou un clon quand ils accélèrent depuis l'arrêt. J'ai vu des clients qui pensaient que leur transmission tombait en panne, prêts à payer $3000 en reconstruction, alors que le problème réel était un support moteur de $50. Le diagnostic est simple. Avec la voiture allumée, le frein à main mise et quelqu'un observant de l'extérieur, mets la voiture en drive et accélère doucement. Le moteur bougera un peu, c'est normal. Mais si le moteur s'incline de manière dramatique ou semble vouloir sauter hors du compartiment, tes supports sont morts. Répète en marche arrière parce que certains supports faillissent plus dans une direction que dans l'autre. La différence entre conduire avec des supports affaissés versus des supports neufs est comme la différence entre un tracteur et une voiture de luxe. Soudainement, le moteur est parfaitement immobile au ralenti. Les vibrations rudes disparaissent. Le changement du tendeur de la courroie serpentine en même temps que la courroie. Tout le monde sait que les courroies s'usent et ont besoin d'être remplacées. Mais presque personne ne pense au tendeur, cette poulie avec ressort qui maintient la courroie serrée. Le tendeur est critique parce que son travail est de maintenir une tension constante sur la courroie pendant que celle-ci tourne à des milliers de révolutions par minute en entraînant l'alternateur, la pompe à eau, la pompe de direction et le compresseur de climatisation. Avec le temps, le ressort interne du tendeur s'affaiblit. Quand cela arrive, la courroie commence à glisser. Ce glissement crée deux problèmes sérieux. Premièrement, il génère une chaleur massive qui glace la courroie, la durcissant et la rendant criarde. Mais deuxièmement, et bien pire, un tendeur faible permet à la courroie de rebondir et de vibrer. Ces vibrations se transmettent directement au roulement de tous les accessoires que la courroie entraîne. Les roulements de l'alternateur commencent à faillir prématurément. La pompe à eau développe du jeu dans son axe. La poulie du vilebrequin peut même s'endommager. Selon Deco, l'un des plus grands fabricants de courroies, un tendeur qui est à peine à 5 degrés hors d'alignement ou légèrement faible peut réduire la vie de la courroie serpentine de 50% et causer la défaillance des roulements de l'alternateur en moins de 15 000 km. Les symptômes précoces sont des grincements ou des hurlements lors des démarrages à froid, particulièrement le matin. Certaines voitures font ce bruit seulement pendant les premières secondes après le démarrage, puis ils s'arrêtent quand tout chauffe. Les gens l'ignorent en pensant que c'est normal sur les vieilles voitures. Ce n'est pas le cas. C'est un avertissement que le tendeur est faible.
L'erreur la plus commune est de seulement changer la courroie quand elle commence à faire du bruit. La purge complète du liquide de direction assistée qui n'est jamais mentionné. Si ta voiture a une direction assistée, ce qui est le cas de la majorité des véhicules qui ne sont pas complètement neufs, il y a un fluide qui circule à travers des tuyaux, la pompe et la crémaillère de direction à des pressions qui dépassent les 1000 livres par pouce carré. C'est une pression extrême. Et avec cette pression vient une chaleur extrême. Le fluide de direction chauffe, s'oxyde et avec le temps se dégrade du rouge brillant et transparent au marron foncé ou même noir avec un aspect métallique. Cet aspect métallique vient de particules microscopiques des joints en caoutchouc et des pièces métalliques du système qui s'usent. Finalement, le fluide se transforme en une boue métallique épaisse qui ne lubrifie plus ni ne protège. Les symptômes sont inconfondibles une fois que tu sais quoi écouter. Tu tournes le volant complètement à gauche ou à droite jusqu'à la butée et tu entends un gémissement ou un cri. La direction semble lourde quand tu te gares. Dans les cas sévères, la pompe fait un bourdonnement constant même quand tu conduis droit. La cause est que le fluide vieux et épais ne peut pas circuler librement à travers les mailles et les filtres à l'intérieur de la pompe. La pompe est littéralement en train de mourir de soif en essayant d'aspirer un fluide qui est trop épais. Les fournisseurs de pièces automobiles rapportent que les ventes de pompes de direction ont doublé au cours de la dernière décennie sur les véhicules plus anciens, en grande partie à cause du fait que les propriétaires ne changent jamais le fluide. On remplace des pompes alors qu'elles auraient pu être sauvées avec un simple changement de fluide à $50. La méthode professionnelle est de connecter une machine qui fait un rinçage complet, mais il y a une façon maison qui fonctionne étonnamment bien. Achète une grande seringue de cuisine, de celle pour la dinde, pour $2 ou $3. Achète le fluide correct pour ta voiture, habituellement environ $10 le litre. Le rinçage complet du liquide de frein que personne ne fait à temps. Nous allons parler de quelque chose qui peut littéralement sauver ta vie, mais que la plupart des gens ignorent complètement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le liquide de frein. À la différence des autres fluides de la voiture, le liquide de frein possède une propriété chimique unique appelée hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe l'humidité de l'air comme une éponge. Cela se produit graduellement à travers les tuyaux en caoutchouc du système de freinage qui sont légèrement poreux. Avec le temps, ce liquide, qui devrait être complètement sec, commence à accumuler de l'eau. Le problème est la physique de base. L'eau pure bout à 100 degrés centigrades. Le liquide de frein de qualité bout à plus de 200 degrés. Quand tu freines fort, particulièrement dans les descentes longues ou dans des situations d'urgence, les freins génèrent une chaleur massive. Si ton liquide contient de l'eau, cette eau peut bouillir et se transformer en vapeur. Et voici le danger mortel. La vapeur est compressible. Le liquide ne l'est pas. Quand tu appuies sur la pédale de frein, s'il y a de la vapeur dans les lignes, la pédale s'enfonce vers le sol et tes freins deviennent spongieux ou lâchent directement. Le Conseil de l'entretien automobile a découvert que plus de 50% des véhicules en circulation ont un liquide de frein avec des niveaux dangereux d'humidité, plus de 3% de contenu en eau. C'est suffisant pour causer une défaillance des freins sous un usage intense. Mais même avant d'arriver à ce point critique, l'eau dans le liquide cause un autre problème. L'eau combinée au liquide de frein devient corrosive. Elle commence à oxyder les pièces internes des cylindres de frein de l'intérieur. Les pistons se bloquent. Les joints se détériorent. Et finalement, tu dois reconstruire tout le système de freinage à un coût de centaines ou de milliers. La procédure correcte est de faire un rinçage complet du système de freinage tous les 2 ans, peu importe le kilométrage. Pas une simple purge où tu sors seulement les bulles d'air. Un rinçage complet où tu pousses vers l'extérieur tout le liquide vieux et humide et tu le remplaces par du liquide neuf et sec provenant d'une bouteille scellée. Le changement réel de fluide de transmission qui est censé durer toute la vie. Nous allons exposer le mensonge le plus grand et le plus rentable de toute l'industrie automobile moderne. Si tu ouvres le manuel de ta voiture et qu'il dit que le fluide de la transmission est scellé à vie ou qu'il n'a jamais besoin de changement, ils mentent effrontément pour te vendre une transmission neuve à 120 000 km. Un père a apporté sa Toyota Camry de 2017 parce que la transmission hésitait dangereusement en essayant de doubler sur l'autoroute. Le concessionnaire lui a fait un devis de $5 500 pour une transmission neuve. Nous avons drainé ce fluide soi-disant éternel. Ce qui est sorti ressemblait à du goudron noir et sentait le pain brûlé. Nous avons rempli avec du fluide neuf en suivant les spécifications exactes du fabricant.
Et j'ai vu des transmissions mortes à 90 000 parce que le propriétaire a fait confiance à cette étiquette à vie. La procédure correcte n'est pas compliquée et ne nécessite pas d'équipement spécial. Trouve le bouchon de vidange de la transmission sous la voiture. Et prêt un récipient pour recueillir entre 4 et 6 litres de fluide. Desserre le bouchon et laisse drainer complètement. Réinstalle le bouchon avec un anneau neuf si nécessaire. Remplis par le tube de mesure ou le bouchon de remplissage selon ton modèle avec le fluide exact spécifié par le fabricant. N'improvise pas avec des fluides universels, chaque transmission a des exigences chimiques spécifiques. Conduis la voiture pendant une semaine en vérifiant le niveau à chaud avec le moteur tournant, le service du différentiel et de la boîte de transfert que personne ne rappelle. Si tu conduis un camion, un véhicule avec traction arrière ou un système de traction sur les 4 roues, tu as au moins un différentiel et possiblement une boîte de transfert. Ce sont les boîtes d'engrenage lourdes et robustes qui distribuent la puissance du moteur vers les roues. Elles sont remplies d'huile épaisse spéciale pour engrenage et n'ont aucun filtre. Cela signifie que chaque limaille microscopique de métal qui se détache de l'usure normale des engrenages reste suspendue dans l'huile pour toujours. L'économie de carburant baisse sans raison apparente. Le bourdonnement ou gémissement sur autoroute est le son des roulements des pignons commençant à faillir sous cette contamination constante. La procédure est directe. Trouve le bouchon de remplissage et le bouchon de vidange du différentiel. Ils sont sur le carter arrière, généralement un en haut et l'autre en bas. Desserre le bouchon de vidange avec soin parce que cette vieille huile sera incroyablement épaisse et sentira mauvais. Laisse drainer complètement, ce qui peut prendre plusieurs minutes parce que c'est comme du miel. Réinstalle le bouchon de vidange avec une rondelle neuve. Remplis par le bouchon du haut avec de l'huile synthétique pour engrenage de la viscosité correcte, généralement 75,90, jusqu'à ce qu'elle commence à goûter par le trou de remplissage. Cela signifie qu'il est plein. Fais cela tous les 40 000 milles. Si tu as une traction sur les 4 roues, n'oublie pas la boîte de transfert, qui est une autre boîte d'engrenage entre la transmission et les différentiels. Le changement dans le comportement du véhicule est notable. Le rinçage du système de refroidissement avec le test d'électrolyse que personne ne fait. La plupart des gens ne pensent au liquide de refroidissement que lorsqu'ils voient le voyant de température monter ou de la vapeur sortir du capot. Mais le liquide de refroidissement ne se contente pas de refroidir, il protège aussi le moteur contre la corrosion de l'intérieur. Et lorsqu'il échoue dans cette seconde fonction, les dommages sont silencieux et irréversibles, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une Chevrolet Cruze est arrivée à l'atelier avec le radiateur de chauffage qui fuyait. Nous avons décidé de faire un test que presque aucun atelier ne fait. Nous avons connecté un multimètre numérique au liquide de refroidissement avec le moteur en marche. La lecture était de 0,6 volts. Le liquide de refroidissement s'était transformé en une batterie liquide. Lorsque les inhibiteurs de corrosion dans le liquide de refroidissement s'épuisent, le fluide devient acide. Ton moteur est construit avec plusieurs métaux différents. De l'aluminium dans le bloc et la culasse, du fer dans certains composants, du cuivre dans les radiateurs. Lorsqu'un liquide conducteur passe sur des métaux différents, un phénomène appelé électrolyse ou corrosion galvanique se crée. Essentiellement, les électrons circulent d'un métal à l'autre à travers le liquide et ce flux mange littéralement le métal le plus faible au niveau moléculaire. Selon l'Association nationale de services de radiateurs automobiles, l'électrolyse est la cause principale de défaillance des radiateurs de chauffage et des radiateurs. Ce qui est terrifiant, c'est que cela se produit de manière complètement invisible de l'extérieur. Le liquide de refroidissement peut paraître propre et vert, mais à l'intérieur, il ronge les alliages d'aluminium de ta culasse ou perce des trous microscopiques dans le radiateur. Un jour, tu commences simplement à perdre du liquide de refroidissement sans raison visible. Ou pire, le moteur surchauffe sur l'autoroute parce que le radiateur est tellement corrodé à l'intérieur qu'il ne peut plus transférer la chaleur. Le test est ridiculement simple et devrait faire partie de toute inspection sérieuse. Avec le moteur froid, retire le bouchon du radiateur ou du réservoir. Allume le moteur. Prends un multimètre numérique, règle-le sur le voltage de courant continu. Le remplacement de la valve PCV qui coûte moins cher qu'un déjeuner. C'est probablement la pièce la plus oubliée dans toute l'automobile, et pourtant, sa défaillance est responsable de fuites d'huile catastrophiques et de la formation de boue interne qui détruit les roulements.
La valve PCV, qui signifie ventilation positive du carter, est une petite valve plastique à sens unique qui coûte généralement entre 15 et 30 $. Son travail est critique pour la santé du moteur. Lorsque les pistons montent et descendent à l'intérieur des cylindres, une petite quantité de gaz de combustion s'échappe toujours par les segments vers le carter, la partie inférieure du moteur où se trouve l'huile. Cela s'appelle le blow-by et c'est tout à fait normal. Ces gaz contiennent de l'humidité, du carburant non brûlé et des résidus de combustion. La valve PCV aspire ces gaz hors du carter et les renvoie vers l'admission pour être brûlés à nouveau. Si la valve s'obstrue avec de la boue, ce qui arrive naturellement avec le temps, ces gaz n'ont nulle part où aller. La pression commence à s'accumuler à l'intérieur du bloc moteur. Le carter se pressurise comme une cocotte minute. Cette pression cherche à s'échapper par le chemin de moindre résistance. Elle pousse l'huile vers l'extérieur par les joints de vilebrequin, par les joints du cache-culbuteur. Elle peut même forcer l'huile à remonter par le tube de la jauge de mesure, créant cette odeur caractéristique d'huile brûlée. Pire encore, l'humidité piégée dans ces gaz se mélange à l'huile en formant une émulsion épaisse de couleur jaune pâle qui ressemble à de la mayonnaise. Si tu as déjà retiré le bouchon d'huile et vu cette substance jaune collante, c'est de la condensation mélangée à de l'huile à cause d'une mauvaise ventilation du carter. Cette boue se dépose sur toutes les surfaces internes, bloque les passages d'huile et détruit les roulements en les privant de lubrification. Selon des fabricants de joints comme Felpro, plus de 50% des problèmes de fuite d'huile récurrents, où un client répare un joint et qu'il recommence à fuir un mois après, sont causés par une pression excessive du carter due à une mauvaise valve PCV. Le changement du filtre externe de carburant que les voitures modernes cachent. Dans beaucoup de véhicules plus anciens, camions et certains diesels modernes, le filtre à carburant est un boîtier cylindrique monté quelque part sur le châssis, généralement près du réservoir ou sous la voiture. Les voitures plus récentes l'intègrent avec la pompe à l'intérieur du réservoir, le rendant presque impossible à changer, mais si ton véhicule en possède un externe accessible, l'ignorer est une erreur coûteuse. Le travail du filtre est de piéger les contaminants avant qu'ils n'atteignent les injecteurs. Particules de rouille du réservoir, sédiments, eau qui se condense dans le réservoir. Avec les années, ce filtre se remplit. Lorsque le filtre s'obstrue, il restreint le volume de carburant qui peut passer. Voici la partie trompeuse. Au ralenti et en conduite douce, le moteur a à peine besoin de carburant, donc il fonctionne tout à fait normalement. Mais quand tu enfonces l'accélérateur à fond pour doubler sur l'autoroute ou monter une colline, soudainement le moteur a besoin de tout le carburant qu'il peut obtenir. Les moteurs électriques des pompes surchauffent et finissent par griller. Une pompe à carburant neuve coûte entre 500 et 800 $, plus la main-d'œuvre qui peut doubler ce prix parce que dans beaucoup de voitures modernes, tu dois descendre tout le réservoir pour y accéder. Un filtre externe coûte 15 ou 20 $ et se change en 10 minutes avec des outils de base. Consulte le manuel de ton véhicule. S'il possède un filtre externe accessible, change-le tous les 30 000 km sans excuse. Certains fabricants disent tous les 60 000, mais cela suppose un carburant parfaitement propre, ce qui est un fantasme. L'essence des stations avec de vieux réservoirs peut être pleine de sédiments. Le nettoyage du capteur MAF qui redonne la puissance perdue. Le capteur de masse d'air, communément appelé MAF par ses sigles en anglais, est l'un des capteurs les plus critiques dans n'importe quel moteur moderne à injection de carburant. Son travail est de mesurer avec précision quelle quantité d'air entre dans le moteur à n'importe quel moment donné. Il utilise un fil chaud extrêmement mince. L'air qui passe refroidit ce fil et le capteur mesure combien de courant électrique est nécessaire pour le maintenir à une température constante. Plus de flux d'air signifie plus de refroidissement, ce qui se traduit par plus de courant nécessaire. L'ordinateur du moteur utilise cette information pour calculer exactement combien de carburant injecter. C'est une équation parfaite quand le capteur est propre. Mais ce fil chaud est assis directement dans le flux d'air qui entre dans le moteur. Toute la poussière, le pollen, les particules d'huile et les contaminants qui passent par le filtre à air laissent finalement un film microscopique sur ce fil. Cette couche agit comme un isolant thermique. Le fil ne répond plus rapidement aux changements dans le flux d'air. Il devient lent ou paresseux. L'ordinateur commence à recevoir des données incorrectes. Il pense qu'il entre moins d'air qu'il n'en entre réellement, donc il injecte moins de carburant que nécessaire ou fait des ajustements incorrects au calage de l'allumage.
Le nettoyage nécessite un produit spécifique. N'utilise pas de nettoyant pour frein ni de nettoyant pour carburateur générique. Ils sont trop agressifs et peuvent endommager le fil délicat. Achète un spray spécifiquement étiqueté comme nettoyant de capteur MAF, il coûte environ 9 ou 10 $. Avec le capteur hors de la voiture, pulvérise généreusement le fil sous plusieurs angles. Ne touche le fil avec rien, pas même avec un chiffon ou un coton-tige. Le nettoyage en profondeur du corps de papillon qui transforme le ralenti. Un architecte a apporté son Ford F-150 de 2016 en se plaignant que le camion calait parfois lorsqu'il s'arrêtait sur des chantiers de construction ou que le ralenti descendait si bas que les lumières faiblissaient. Il avait déjà remplacé la batterie et l'alternateur en pensant que c'était un problème électrique, dépensant des centaines de dollars sans rien résoudre. J'ai retiré le tuyau d'admission d'air, un travail de 5 minutes avec un tournevis. J'ai éclairé l'intérieur du corps de papillon avec une lampe de poche. La valve papillon, cette porte métallique qui contrôle quelle quantité d'air entre, était entourée par un anneau épais de carbone noir et collant. On aurait dit que quelqu'un l'avait peinte avec du goudron. Selon des bulletins de service technique de Ford et GM, les corps de papillon sales représentent presque 25% de toutes les plaintes de ralenti rugueux sur les véhicules avec plus de 120 000 km. C'est un problème massif causé par la chimie de base. Le système PCV renvoie des vapeurs d'huile à travers l'admission. Ces vapeurs se combinent avec la poussière et le carbone de la combustion incomplète. Tout cuit sur les surfaces internes du corps de papillon en formant une croûte dure. Quand la valve papillon devrait être complètement fermée au ralenti, permettant seulement une quantité précise d'air à travers un bypass contrôlé électroniquement, cet anneau de carbone maintient la valve légèrement ouverte ou restreint le bypass. L'ordinateur devient fou en essayant de compenser des lectures d'air inconsistantes. Le ralenti monte et descend de manière erratique. Dans des cas sévères, le moteur s'étouffe et s'éteint quand tu t'arrêtes parce qu'il ne peut simplement pas maintenir assez d'air circulant. Tu as besoin d'une canette de nettoyant spécifique pour corps de papillon, elle coûte environ 8 $ et d'un vieux chiffon. Ne pulvérise jamais directement à l'intérieur du moteur avec l'accélérateur ouvert si tu peux l'éviter, bien que certaines procédures le requièrent. Le remplacement des bougies avant qu'elles ne faillissent complètement et ne détruisent les bobines. La plupart des conducteurs opèrent selon la philosophie de si ce n'est pas cassé, ne le répare pas. Et avec les bougies modernes à l'iridium ou aux platines qui promettent de durer 100 000 km ou plus, les gens les oublient simplement. Mais voici la réalité que personne ne te raconte. Juste parce que ça fonctionne ne signifie pas que ça fonctionne bien. Chaque fois qu'une bougie s'allume, un arc électrique saute entre l'électrode centrale et l'électrode latérale. Cet arc est incroyablement chaud, des milliers de degrés. À chaque décharge, une quantité microscopique de métal se vaporise des électrodes. Après des millions de décharges, l'espace entre ces électrodes, appelé gap, s'élargit lentement. Avec le temps, il passe de 0,8 mm à 1,2, 1,5. Cela semble insignifiant, mais cela a des conséquences massives. Les bobines d'allumage sont conçues pour générer le voltage exact nécessaire pour sauter le gap original. Quand ce gap s'élargit, la bobine doit travailler de plus en plus dur, générant des voltages plus élevés pour faire sauter l'étincelle à travers une distance plus grande. Finalement, sous une charge lourde quand le cylindre est à pression maximale, la bobine ne peut pas générer assez de voltage. L'étincelle ne saute pas ou est si faible qu'elle s'éteint par la pression du cylindre. C'est un raté d'allumage. Les conducteurs ressentent cela comme une hésitation ou une perte momentanée de puissance sous une forte accélération. Pire encore, les bobines qui sont surchargées constamment développent des points chauds internes et finissent par faillir complètement. Une bobine neuve coûte entre 50 et 150 $ selon la voiture. Un jeu de bougies coûte entre 40 et 80. Devine lequel tu veux remplacer. Des tests sur dynamomètre réalisés par des ateliers de performance montrent systématiquement que remplacer des bougies usées par des fraîches peut restaurer entre 5 et 10 chevaux dans un moteur de 4 cylindres. C'est littéralement la puissance la moins chère que tu puisses acheter. La règle correcte, remplace tes bougies tous les 60 à 90 000 km, même si elles sont à l'iridium. Oui, le fabricant dit 160 000, mais cela suppose des conditions de laboratoire parfaites avec un carburant premium constant et sans démarrage à froid. Le remplacement préventif des capteurs d'oxygène avant qu'ils ne ruinent ton économie. Ta voiture peut rouler parfaitement, démarrer à chaque fois sans problème, sans voyant d'avertissement sur le tableau de bord.
Mais ton économie de carburant a baissé silencieusement et constamment au cours des dernières années, et tu ne peux pas comprendre pourquoi. Tu as changé le filtre à air, les bougies, tu fais l'entretien régulier. Le coupable probable est l'ensemble des capteurs d'oxygène paresseux. Les capteurs O2 vivent dans ton système d'échappement. Généralement, il y en a au moins deux, un avant le catalyseur et un autre après. Ils sont constamment exposés à des températures qui dépassent les 600 degrés centigrades. Leur travail est de renifler les gaz d'échappement et de dire à l'ordinateur si le mélange d'air et de carburant est riche, trop d'essence, ou pauvre, trop d'air. L'ordinateur ajuste les injecteurs des milliers de fois par minute en se basant sur ces lectures. Quand les capteurs sont neufs, ils répondent instantanément aux changements dans la composition de l'échappement. Mais avec des années d'exposition à une chaleur extrême et à des contaminants, l'élément céramique interne se dégrade. Le capteur devient lent ou paresseux. Il fonctionne toujours techniquement, il envoie toujours un signal, mais il ne répond plus rapidement. L'ordinateur travaille avec des informations retardées, comme essayer de conduire en regardant dans le rétroviseur. Il fait des ajustements basés sur ce qui s'est passé il y a une demi-seconde au lieu de ce qui se passe maintenant. Le résultat est un mélange de carburant constamment hors de l'optimal. Parfois, il est un peu riche, gaspillant de l'essence. Parfois, il est un peu pauvre, réduisant la puissance. La solution préventive. Si ta voiture a plus de 120 000 km et que tu remarques que la consommation de carburant s'est dégradée graduellement sans explication, remplace le capteur d'oxygène avant, celui qui est avant le catalyseur. C'est le capteur primaire que l'ordinateur utilise pour les ajustements de carburant en temps réel. Il coûte environ 100 à 120 $ pour un capteur de qualité de marque comme Denso ou NTK. N'achète pas de capteur générique bon marché, il fonctionne rarement correctement. Le nettoyage professionnel des soupapes avec sablage au noyau de noisette pour les moteurs à injection directe. C'est l'épidémie silencieuse de l'ère automobile moderne qui affecte des millions de véhicules et presque personne ne sait ce qui se passe jusqu'à ce que sa voiture perde tellement de performance qu'elle semble à moitié morte. Si tu conduis n'importe quelle voiture fabriquée après 2010 avec un moteur à injection directe, des marques comme Audi, Volkswagen, BMW, Ford avec EcoBoost, Mazda avec Skyactiv et Hyundai, ton moteur est en train de s'étouffer lentement avec du carbone et tu ne le sais probablement pas. Dans les moteurs traditionnels à injection indirecte, l'essence est pulvérisée dans le conduit d'admission avant d'entrer dans le cylindre. Cette essence lave constamment les soupapes d'admission, les maintenant propres. Mais les moteurs à injection directe pulvérisent le carburant directement à l'intérieur du cylindre, sautant complètement les soupapes. Ces soupapes ne voient jamais d'essence. Elles voient seulement les vapeurs d'huile du système PCV et des gaz chauds. Avec le temps, ces vapeurs cuisent sur les soupapes en formant des dépôts durs de carbone noir. C'est d'abord un film mince. Puis cela devient une croûte. Finalement, les soupapes sont tellement couvertes que le flux d'air est restreint jusqu'à 20%. Des tests indépendants sur des moteurs GTI montrent qu'à 100 000 km, certains moteurs ont une restriction de flux d'air supérieure à 20%. La procédure nécessite de démonter le collecteur d'admission pour accéder directement aux soupapes. Le technicien scelle les cylindres pour que rien ne tombe à l'intérieur. Ensuite, il utilise de l'air sous pression pour projeter des coques de noix contre les soupapes pendant qu'il fait tourner manuellement le moteur. Le carbone se détache en morceaux et est aspiré. Les soupapes deviennent comme neuves, brillant d'un métal argenté. Un propriétaire de GTI avec 110 000 km a payé 600 $ pour un sablage aux noix professionnel. Il m'a écrit le lendemain en disant que c'était une voiture différente, qu'il pouvait faire patiner les pneus en deuxième vitesse à nouveau. Il avait restauré 100% du flux d'air conçu d'usine. Tu viens de découvrir 20 procédures de restauration que les fabricants espèrent que tu n'apprendras jamais. Ce ne sont pas des astuces magiques ni des modifications extrêmes. Ce sont des entretiens logiques, basés sur la physique et la chimie réelle, qui inversent l'usure accumulée et redonnent à ton moteur son état d'origine.